Le 7 juin 1940, au siège de Chrysler à Highland Park, Michigan, un appel téléphonique dura exactement 7 minutes. Ces 7 minutes, cependant, allaient fondamentalement remodeler la guerre moderne. William Knudson, le nouveau commissaire à la production industrielle nommé par le président Franklin Roosevelt, posa une question qui semblait absurde de prime abord. Chrysler pouvait-elle construire des chars? L'homme à l'autre bout du fil, K.F. Man Thumasela, directeur général de Chrysler Corporation, répondit avec une honnêteté brutale. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu une de ces choses. » À ce moment-là, l'armée des États-Unis possédait exactement 66 chars moyens. L'Allemagne nazie, en revanche, avait déployé plus de 3000 Panzers à travers l'Europe en un peu plus d'1 an, écrasant la Pologne en 26 jours et la France en 6 semaines grâce à une guerre blindée coordonnée. L'ensemble des forces blindées américaines aurait pu être anéanti avant le déjeuner n'importe quel jour du Blitzkrieg. La logique de la défaite s'écrivait en lettres de sang sur les champs de bataille européens. Ce que ni Knudson ni Keller ne savaient, c'est que leur conversation allait déclencher la transformation industrielle la plus profonde de l'histoire militaire. En l'espace de 9 mois, Chrysler allait accomplir ce que les arsenaux militaires n'avaient jamais réalisé. Les chars, ces monstres de 30 tonnes qui nécessitaient des mois de travail d'artisans qualifiés, allaient sortir des chaînes de montage comme des automobiles, toutes les 55 minutes au plus fort de la production. Ce processus allait briser toutes les hypothèses concernant la fabrication militaire et prouver que le génie industriel américain pouvait transformer la production elle-même en armes. Le défi commença par un problème fondamental. En juin 1940, les États-Unis se classaient au 19e rang en termes de puissance militaire, derrière le Portugal. L'armée de la nation comptait plus de chevaux que de chars. Le département de l'armement, responsable du développement des armes, fonctionnait selon des méthodes de production inchangées depuis la Première Guerre mondiale. Les chars étaient assemblés à la main dans les arsenaux gouvernementaux, chacun étant une création sur mesure nécessitant des artisans spécialisés. L'arsenal de Rock Island dans l'Illinois, par exemple, pouvait produire peut-être 3 chars moyens par mois, en travaillant à pleine capacité. Chaque char nécessitait 12 semaines depuis les matières premières jusqu'à être prêt pour le champ de bataille. La production de Panzers en Allemagne suivait des méthodes artisanales similaires, mais bénéficiait d'années de réarmement secret. En 1940, les fabricants allemands livraient 1400 chars par an sur plusieurs usines. La Grande-Bretagne, bien que se mécanisant plus rapidement que l'Amérique, ne produisait que 1000 chars par an. Chaque grande puissance militaire considérait les chars comme des systèmes d'armes sophistiqués nécessitant des maîtres artisans, des installations spécialisées et des mois d'assemblage minutieux. Keller raccrocha le téléphone et appela immédiatement son ingénieur en chef, B. Hutchinson, ainsi que Frank Zeda, vice-président de l'ingénierie chez Chrysler. Les 3 hommes se réunirent dans le Tanzania dans le bureau de Keller dans l'heure, face à une proposition impossible. L'armée voulait 1000 chars moyens en moins de 1800. Et elle voulait que Chrysler construise une usine, conçoive les méthodes de production et livre des véhicules finis, partant d'une connaissance absolument nulle de la fabrication de chars. La première question de Hutchinson toucha au cœur du problème. Quel est le temps de production actuel pour un char? Zeda avait fait ses recherches. L'arsenal de Rock Island construit 3 chars moyens M2A1 par mois, rapporta-t-il, 12 semaines par unité, artisans qualifiés partout, composants ajustés à la main. Hutchinson fit les calculs immédiatement. À ce rythme, 1000 chars nécessiteraient 277 ans de production. Pourtant, l'armée en avait besoin en 18 mois. La réponse de Keller allait définir l'ensemble du programme. Nous ne construisons pas des chars à la manière de l'armée. Nous les construisons à notre manière. S'ils veulent 1000 chars en 18 mois, ils doivent accepter les méthodes de production automobile, ce qui signifie que nous devons voir ce que nous construisons. Quelques jours plus tard,
le trio visita l'arsenal de Rock Island. Ils observèrent les ouvriers ajuster les plaques de blindage à la main, ajuster la tension des chenilles à l'œil et à l'expérience, et usiner sur mesure des pièces pour tenir compte des variations de tolérance. Le modèle de production actuel était le char moyen M2A1, un véhicule de 19 tonnes monté d'un canon de 37 mm. Chaque char nécessitait environ 8000 composants individuels, tous fabriqués avec des tolérances larges qui exigeaient un ajustement habile pendant l'assemblage. Aucun char n'était identique à un autre. Keller reconnut immédiatement le problème fondamental, déclarant « Ce n'est pas de la fabrication, c'est de la sculpture. Chaque pièce dépend de l'habileté de l'artisan. Vous ne pouvez pas faire ça à grande échelle. Vous ne pouvez pas former de nouveaux ouvriers assez vite. Et vous ne pouvez certainement pas produire 1000 chars en 18 mois. » Le trio retourna à Détroit et réunit ce qu'ils appelèrent le Comité des chars, un groupe de travail secret chargé de résoudre le problème impossible. Le comité comprenait Owen Skelton, ingénieur en chef de la production de Chrysler, ainsi que des spécialistes de l'outillage, de la métallurgie et de la logistique. Ils travaillaient depuis une salle de conférence réquisitionnée de l'usine de Highland Park, se réunissant quotidiennement, souvent toute la nuit. Leur percée vint en inversant la question fondamentale. Au lieu de demander comment construire des chars plus rapidement, ils demandèrent comment construire des chars différemment. Skelton articula l'idée. Une automobile, c'est 2000 livres d'acier, de caoutchouc et de verre assemblés à partir de 5000 pièces. Nous en fabriquons 3000 par jour à Highland Park. Un char, c'est 30 000 livres d'acier assemblés à partir de 8000 pièces. La seule différence, c'est ce que nous assemblons. Ce recadrage changea tout. Si un char n'était qu'un autre assemblage mécanique, alors les principes de production automobile pouvaient s'appliquer. Cependant, cela exigeait de réimaginer complètement la fabrication de chars à partir des principes fondamentaux. Chaque composant devrait être repensé pour la production de masse. Chaque séquence d'assemblage devrait être réorganisée pour le travail à la chaîne. Et chaque étape de contrôle qualité devrait passer du jugement de l'artisan à des spécifications mesurables. Le comité analysa la conception du M2A1 et découvrit que 60% du temps de production était consacré à l'ajustement et à la personnalisation. Les pièces fabriquées selon les tolérances des arsenaux militaires variaient si largement que l'assemblage exigeait une adaptation constante. Hutchinson proposa une solution révolutionnaire. Nous fabriquons chaque composant selon les tolérances automobiles. Ensuite, il s'assemble sans ajustement. Cela semblait impossible aux ingénieurs militaires, car les composants de chars devaient supporter des contraintes dépassant celles des pièces automobiles. Une fabrication de précision aux tolérances automobiles nécessiterait de nouveaux outillages, de nouveaux fournisseurs et de nouvelles méthodes de contrôle qualité. Mais le temps de production total chuterait. Un char nécessitant 500 heures hommes d'assemblage, avec ajustement manuel, pourrait tomber à peut-être 150 heures hommes avec des composants de précision qui s'assemblent simplement par boulonnage. Skelton poussa le concept plus loin. Si nous traitons cela comme de la production automobile, nous avons besoin d'une chaîne de montage, pas d'une série de postes de travail où les artisans se rassemblent autour d'un char stationnaire. Nous avons besoin d'une chaîne mobile qui apporte le travail aux ouvriers stationnaires, chacun effectuant une opération spécifique. En novembre 1940, le comité avait produit ce qu'ils appelèrent la méthode Chrysler pour la production de chars. Chaque composant majeur serait fabriqué avec des tolérances de précision à l'aide de machines-outils automobiles. Les plaques de blindage seraient standardisées et interchangeables. La coque serait soudée à l'aide de gabarits de production plutôt qu'ajustée à la main. Et la tourelle serait montée sur des anneaux standardisés. La transmission utiliserait autant de composants automobiles existants que possible, et l'assemblage final aurait lieu sur une chaîne mobile avec des postes de travail spécialisés. Keller présenta la méthode Chrysler au département de l'armement de l'armée en novembre 1940. Les ingénieurs militaires étaient sceptiques, voire hostiles.
Leurs préoccupations incluaient la conviction que les tolérances automobiles étaient insuffisamment robustes pour les véhicules de combat, que les chaînes de montage mobile créeraient des problèmes de contrôle qualité, que le blindage soudé était inférieur à la construction rivetée et que le taux de production proposé de 10 chars par jour était une fantaisie. Keller, cependant, avait un argument irréfutable. « Vous avez besoin de 1000 chars en 18 mois. Nous pouvons les livrer. » Quelqu'un d'autre le peut-il? Le département de l'armement ne put répondre affirmativement à cette question. Fin novembre 1940, Chrysler reçut un contrat sans précédent. L'armée paierait la construction d'une usine de chars spécialement conçue, et Chrysler concevrait, équiperait et exploiterait l'installation. Le contrat s'accompagnait d'une exigence supplémentaire. L'armée insista pour que la nouvelle installation soit conçue par Albert Kahn, l'architecte de Détroit qui avait révolutionné la conception d'usines. Les travaux précédents de Kahn incluaient l'usine Ford Highland Park et le complexe River Rouge, des installations qui avaient permis la production de masse automobile à une échelle sans précédent. Albert Kahn avait 71 ans en 1940, un immigrant juif allemand arrivé à Détroit en 1841 à l'âge de 11 ans. Il n'avait jamais fréquenté d'école d'architecture, apprenant plutôt son métier en tant qu'apprenti. En 1940, son cabinet, Albert Kahn Associates, employait 600 architectes et ingénieurs et avait conçu 19% de toutes les usines industrielles conçues par des architectes aux États-Unis. Le génie de Kahn résidait dans le fait de considérer les usines comme des machines elles-mêmes. Ses conceptions maximisaient la lumière naturelle, optimisaient le flux des matériaux et créaient des espaces sans colonnes, permettant des agencements de production flexibles. Il fut un pionnier de l'utilisation du béton armé, ce qui permettait de plus grands étages ouverts et une construction plus rapide que les bâtiments traditionnels à ossature métallique. Lorsque Keller approcha Kahn au sujet de l'arsenal de chars début juillet 1940, il présenta des exigences qui semblaient incompatibles. L'installation devait être suffisamment massive pour abriter une chaîne de montage de chars complète, ainsi que la fabrication de composants, construite en quelques mois pour respecter une date limite en avril, résistante aux bombes et convertible en production civile après la fin de la guerre. Kahn accepta la commande et mobilisa l'ensemble de son cabinet sur le problème. Des équipes travaillèrent 10 voitures par jour pour produire les plans de ce qui allait être appelé l'usine de chars de l'Arsenal de Détroit. Le bâtiment principal mesurerait 1,25 million de pieds carrés sous un même toit, ce qui en ferait l'une des plus grandes structures industrielles au monde. Sa conception intégrait des murs en béton de 3 pieds d'épaisseur dans les zones critiques, suffisamment épais pour résister aux impacts de bombes. Le toit serait renforcé par des fermes métalliques conçues pour dévier les explosions de bombes loin des fenêtres et des systèmes de ventilation. L'agencement de l'installation incarnait la méthode Chrysler. Une chaîne de montage principale courait sur toute la longueur du bâtiment, soit près d'un quart de mile. Des lignes d'alimentation apporteraient les composants majeurs à la ligne principale à intervalles précis. Des ateliers corps d'usinage occuperaient les sections nord, produisant des composants de transmission et des pièces de précision, tandis que des postes de soudage rempliraient des sections sud où les coques et tourelles blindées seraient fabriquées. La conception globale permettait aux matériaux de circuler dans une seule direction, de l'acier brut à l'extrémité ouest aux chars finis sortant à l'est. Les plans de Kahn incluaient une innovation que les ingénieurs militaires n'avaient jamais envisagée. La chaîne de montage serait enfoncée sous le niveau du sol, créant une tranchée d'environ 4 pieds de profondeur. Les chars circuleraient sur des transporteurs spéciaux dans cette tranchée, permettant aux ouvriers d'accéder au-dessous, sans crics ni fosses. Ce choix de conception unique permettrait d'économiser des centaines d'heures par char, en simplifiant considérablement l'installation de la suspension et de la transmission. Le 9 septembre 1940, la première pierre fut posée sur 45,7 hectares d'anciennes terres agricoles dans le canton de Warren, Michigan, juste au nord de Détroit. Le site avait été choisi pour sa proximité avec les installations existantes de Chrysler
et son accès aux lignes de chemin de fer. La construction commença immédiatement et se déroula à un rythme qui semblait effréné. Plusieurs entrepreneurs travaillèrent simultanément, se dépêchant de couler les fondations, d'ériger les murs et d'installer les services publics. L'utilisation par KN du béton armé permit une construction rapide. Chaque section séchait suffisamment pour supporter le poids en quelques jours. En février 1981, le bâtiment principal était structurellement achevé, mais loin d'être terminé. Les murs étaient montés, mais les fenêtres n'étaient pas installées. Le toit était complet, mais les systèmes intérieurs restaient incomplets. Néanmoins, Chrysler commença à y acheminer des équipements. Les machines-outils arrivèrent bien par rail et furent installées alors même que la construction se poursuivait autour d'elle. L'aspect le plus remarquable, le défi crucial était le calendrier. Chrysler s'était engagé à livrer le premier char pour avril 1901, mais l'usine ne serait pas achevée avant mai au plus tôt. Keller prit une décision qui allait devenir légendaire. Il construirait les premiers chars à l'intérieur d'un bâtiment inachevé. Cela créa des conditions de travail étranges cet hiver-là. Le climat du Michigan en février et mars est d'un froid brutal, avec des températures souvent en dessous de zéro. Le Detroit Arsenal avait des murs et un toit, mais aucun système de chauffage n'avait encore été installé, et les fenêtres étaient toujours en cours de pause. Les ouvriers assemblaient les chars vêtus de lourds manteaux, leur souffle visible dans l'air glacial. Une solution improvisée mais efficace fut trouvée. Une locomotive à vapeur fut introduite à l'intérieur du bâtiment, sa chaudière fournissant de la chaleur à la zone de travail immédiate. L'image d'une locomotive à vapeur à l'intérieur d'une usine, émettant de la vapeur pour réchauffer les ouvriers assemblant des chars, illustre la pure détermination qui animait le programme. Ce n'était pas une planification minutieuse, c'était une volonté industrielle forçant la réalité à se plier. Pendant ce temps, le comité des chars résolvait des défis techniques. La chaîne cinématique présenta le premier obstacle majeur. La transmission du M2A1 était conçue pour un assemblage manuel, mais les ingénieurs de Chrysler la redessinèrent en utilisant les principes automobiles, créant une unité qui pouvait être assemblée sur une chaîne dédiée et installée comme un module complet. Cette refonte réduisit le temps d'assemblage de 40 heures à 4. Le système de suspension nécessita une refonte similaire. Les ingénieurs de Chrysler standardisèrent chaque composant et créèrent des gabarits qui permirent le préassemblage et les essais avant l'installation. Un bogie de suspension complet pouvait désormais être construit en 2 heures et boulonné à la coque en 20 minutes. La coque blindée présenta peut-être le plus grand défi. Les coques de chars traditionnelles étaient rivetées ensemble à partir de plusieurs plaques, chaque rivet nécessitant un perçage et une installation manuelle. Ce processus prenait des semaines et créait une faiblesse, car les rivets pouvaient se cisailler sous l'impact, projetant des fragments mortels à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Chrysler proposa des coques entièrement soudées. L'armée s'y opposa avec véhémence. Le blindage soudé n'avait jamais été testé au combat, le soudage créait des contraintes thermiques qui pouvaient compromettre la protection du blindage, et le soudage nécessitait des opérateurs qualifiés. Chrysler réfuta chaque objection méthodiquement. Ils produisirent des soudures d'essai qui s'avérèrent plus solides que les joints rivetés lors des essais balistiques. Ils développèrent des processus de traitement thermique qui éliminaient les problèmes de contrainte. De plus, ils démontrèrent que des ouvriers semi-qualifiés pouvaient produire des soudures acceptables après seulement 2 semaines de formation en utilisant des gabarits de production qui positionnaient chaque pièce parfaitement. En mars 1941, la production de composants était en cours. Le char qui sortirait en avril serait assemblé à partir de pièces fabriquées dans plusieurs installations de Chrysler et apportées à Warren pour l'assemblage final. La situation des moteurs nécessitait également une résolution de problèmes créatifs. Le M2A1 utilisait le moteur d'avion Radial Continental Airbus A315,
un groupe motopropulseur fiable qui produisait 400 chevaux, mais Continental ne pouvait pas produire suffisamment rapidement de moteurs. Chrysler avait besoin d'une alternative. La solution vint de l'ingénieur Harry Wilson. Chrysler avait développé un nouveau moteur 6 cylindres en ligne produisant 115 chevaux. Wilson proposa de combiner 5 de ces moteurs en un seul groupe motopropulseur. Le concept semblait absurde. Relier 5 moteurs distincts pour entraîner un seul arbre de sortie créait d'énormes défis d'ingénierie. Mais les ingénieurs de Chrysler aimaient les problèmes difficiles. Sous la direction de Wilson, ils créèrent ce qui allait être connu sous le nom de moteur multibanque A57. L'A57 utilisait 5 moteurs 6 cylindres en ligne complète, disposés en cercle autour d'un carter de transmission centrale. Chaque moteur entraînait un engrenage qui s'engrenait avec un engrenage de sortie centrale. L'ensemble produisait 425 chevaux bruts et 366 chevaux nets à partir de 30 cylindres déplaçant 1243 pouces-cubes. C'était bizarre, complexe et complètement sans précédent. C'était aussi brillant. Le moteur multibanque résolvait simultanément plusieurs problèmes. Il utilisait l'outillage et les composants existants, permettant une production immédiate. Il ne nécessitait ni matériaux exotiques, ni fabrication spécialisée, et il pouvait être assemblé par des ouvriers relativement non qualifiés, suivant des procédures claires. L'armée le détestait par principe, le qualifiant de machine de Rube Goldberg, mais elle ne pouvait pas contester le calendrier de production. Le 12 avril 1941, un jour avant le dimanche de Pâques, l'usine de chars du Detroit Arsenal restait inachevée. Des parties du bâtiment manquaient de murs, les fenêtres étaient absentes partout et le système de chauffage était encore incomplet. Pourtant, sur la chaîne de montage, le premier char moyen M3 construit par Chrysler était achevé. Le M3 représentait une évolution par rapport au M2A1, montant un canon de 75 mm plus grand dans une barbette de coque et un canon de 37 mm dans une tourelle entièrement rotative. La conception était déjà obsolète, un compromis entre la technologie éprouvée et une nécessité urgente, mais c'était le premier char jamais produit sur une chaîne de montage de type automobile. La livraison officielle fut marquée par une cérémonie appropriée 12 jours plus tard. Le 24 avril 1941, le M3 achevé fut conduit à l'extérieur de l'usine encore inachevée devant une foule de responsables militaires, de dirigeants de Chrysler, d'élus locaux et d'ouvriers. Keller monta dans le char alors qu'il émergeait sous le soleil printanier. La démonstration qui suivit fut conçue pour impressionner les observateurs militaires sceptiques. Le M3 de 28 tonnes accéléra sur le terrain d'essai, franchit des obstacles, tira avec ses armes et démontra généralement que les méthodes de production n'avaient pas compromis la capacité de combat. Une ferme factice fut pulvérisée lorsque le char la traversa de plein fouet. Ce que la démonstration ne montrait pas était plus significatif. Derrière ce char achevé se trouvait un système de production sans précédent dans le monde militaire. La chaîne de montage était désormais opérationnelle, la production de composants montait en puissance, des réseaux de fournisseurs étaient en cours d'établissement et des centaines d'ouvriers apprenaient leurs tâches spécialisées. Mai 1941 vit la production passer à un char tous les 2 jours. En juin, un char sortait de la chaîne quotidiennement. En juillet, 2 chars par jour devinrent la routine. Chrysler résolvait simultanément le défi des fournisseurs. Un seul char nécessitait environ 8000 composants et Chrysler ne pouvait pas tout fabriquer en interne. B. E. Hutchinson dirigea l'effort de développement des fournisseurs, voyageant à travers le Michigan et les États voisins. Son argumentaire était direct. Nous avons besoin de pièces fabriquées selon ces spécifications, en ces quantités, selon ce calendrier. Pouvez-vous le faire? De nombreux fournisseurs rechignèrent de faction devant les exigences, mais Hutchinson offrit quelque chose de précieux en retour. Une assistance technique, un paiement anticipé pour l'outillage
et des contrats garantis. Le réseau de fournisseurs s'est développé tout au long de l'année 1941, englobant finalement plus de 400 entreprises à travers 32 États. Par exemple, une fonderie en Pennsylvanie produisait des carters de transmission finale. Des ateliers d'usinage dans le Wisconsin fabriquaient des goupilles de chenilles. Et une forge en Ohio fournissait des plaques de blindage. La transformation de la main-d'œuvre a coïncidé avec le développement de la chaîne d'approvisionnement. En juin 1940, Chrysler n'employait aucun ouvrier ayant de l'expérience dans la fabrication de chars. En août 1941, le Detroit Arsenal employait 500-800 ouvriers, la plupart apprenant l'assemblage des chars à partir de zéro. Chrysler mit en place des écoles de formation où les nouveaux ouvriers apprenaient des opérations spécifiques avant de passer à l'atelier de production. Un ouvrier chargé d'installer les supports de transmission, par exemple, passait 2 jours à s'entraîner sur des gabarits de formation avant de toucher un char réel. Cela permet une intégration rapide avec une perte de productivité minimale. En septembre 1941, le Detroit Arsenal produisait 4 chars par jour. Le char moyen M3 faisait ses preuves en Afrique du Nord. Les unités britanniques recevant des M3 dans le cadre du Lend-Lease le surnommèrent le Grant, d'après Ulysses S. Grant. Elles appréciaient sa fiabilité, bien qu'elles critiquaient sa silhouette élevée et son canon principal monté sur barbette. Les ingénieurs de Chrysler travaillaient déjà au remplacement du M3. Le comité des chars avait reconnu dès le début que le M3 était transitoire. Le canon monté sur barbette limitait la traverse et rendait le char inutilement haut. Une meilleure conception montrait le canon principal dans une tourelle entièrement rotative. En collaboration avec les ingénieurs de l'ordnance de l'armée, Chrysler développa ce qui allait devenir le M4 Sherman, le char américain le plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Le M4 utilisait la coque et la suspension de base du M3, mais montait un canon de 75 mm dans une tourelle rotative. La transition de la production du M3 à celle du M4 démontra la flexibilité de la production de masse. Plutôt que de fermer pour rééquiper, le Detroit Arsenal a progressivement introduit les composantes du M4 tout en achevant les contrats du M3. En février 1942, la chaîne ne produisait plus que des M4 Sherman. Le M4 Sherman fut conçu dès le départ pour la production de masse. Les ingénieurs de Chrysler influencèrent chaque aspect de la conception pour maximiser la fabricabilité. La coque utilisait de grandes pièces moulées ou des sections soudées qui nécessitaient un ajustement manuel minimal. La tourelle était coulée d'une seule pièce dans des fonderies spécialisées. La chaîne cinématique utilisait des composants standardisés avec des pièces interchangeables. Même les chenilles furent conçues pour une production rapide. Le 7 décembre 1941, tout changea. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor fit entrer pleinement l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. La montée en puissance prudente de la production devint une course désespérée, et les besoins de l'armée en chars explosèrent du jour au lendemain. Les 1000 chars qui avaient semblé ambitieux en 1940 devinrent totalement insuffisants en 1942. Chrysler réagit en accélérant la production. L'installation qui avait produit 4 chars par jour en septembre 1941 en produisait 12 par jour en mars 1942. En juillet, 18 chars sortaient quotidiennement de la chaîne. L'accélération de la production nécessita de résoudre d'innombrables problèmes. Des goulots d'étranglement apparaissaient constamment, car différentes opérations ne parvenaient pas à suivre le rythme. Par exemple, une pénurie de soudeurs qualifiés ralentit la production de coques jusqu'à ce que Chrysler établisse des écoles de soudage, qui formaient 50 opérateurs qualifiés par semaine. La disponibilité des machines-outils limita la production de composants jusqu'à ce que Chrysler organise des livraisons prioritaires. Owen Skelton, promu directeur général de la fabrication, établit un système appelé « accélération de la production ». Des équipes
d'ingénieurs surveillaient chaque opération à l'atelier de production, identifiant les goulots d'étranglement en quelques heures et mettant en œuvre des solutions en quelques jours. La culture du Detroit Arsenal devint intensivement axée sur les chiffres. Les totaux de production quotidiens étaient affichés en évidence. Les ouvriers savaient exactement combien de chars avaient été achevés ce jour-là, cette semaine-là, ce mois-là. Une compétition émergea entre les équipes, chacune essayant de dépasser les totaux de production des autres. Décembre 1942 vit le Detroit Arsenal réaliser ce que beaucoup avaient affirmé être impossible. Au cours de ce seul mois, 796 chars Sherman sortirent de la chaîne de montage et furent livrés à l'armée. Cela représentait 29 chars par jour, un rythme qui dépassait toutes les autres usines de chars américaines réunies. Le Detroit Arsenal seul produisait plus que l'ensemble de l'industrie allemande des chars. Cet exploit est le fruit d'une optimisation incessante. La chaîne de montage fonctionnait désormais avec une précision mécanique. Les échards passaient d'un poste à l'autre toutes les 55 minutes. Les ouvriers avaient affiné leurs opérations grâce à des mois de répétition. Les fournisseurs livraient des composants avec une telle fiabilité que les stocks pouvaient être minimisés. Le contrôle qualité était devenu une science. Les inspecteurs vérifiant les dimensions et l'ajustement à chaque étape. Le mois de 896 chars a représenté le sommet de l'efficacité de production en temps de guerre. Bien que les mois suivants ayant vu une production élevée et soutenue, décembre 1942 s'est resté le record mensuel unique pour toute la durée de la guerre. Cela démontrait que la production de chars était passée de l'artisanat à l'industrie. Le succès de l'arsenal de Détroit a suscité des demandes de réplication. L'armée souhaitait une plus grande capacité de production de chars, répartie géographiquement. Plusieurs usines de chars supplémentaires ont été construites, y compris des installations exploitées par General Motors, Pressed Steel Car Company et Pacific Car and Foundry. Chaque usine a adopté l'approche de la chaîne de montage et les méthodes de fabrication de précision. Mais l'arsenal de Détroit est resté unique par son volume de production et son efficacité. À la fin de la guerre, en août 1945, l'installation L'Arsenal de Détroit avait produit 234 chars de divers modèles. Cela représentait d'environ 25% de tous les chars construits aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chars eux-mêmes ont évolué continuellement. Le Sherman a connu de multiples variantes, chacune intégrant des améliorations. Le M4A1 était doté d'une coque moulée. Le M4A2 utilisait 2 moteurs diesel pour une meilleure efficacité énergétique dans le service britannique et soviétique. Le M4A3 était équipé du moteur Ford GA V8. Le M4A4 utilisait le moteur Multibank Chrysler A57. Chaque variante nécessitait des modifications de la chaîne de production, mais le processus d'assemblage de base restait constant. Cette flexibilité était un autre avantage. La production artisanale exigeait de recréer des compétences pour chaque changement de conception, tandis que la production en chaîne de montage nécessitait simplement de modifier les outillages et de mettre à jour les instructions de travail. La réputation du Sherman a fait l'objet d'innombrables débats. Il était inférieur aux chars allemands comme le Tigre et le Panther en matière de protection blindée et de puissance de feu. Les équipages de Sherman faisaient face à des chances terrifiantes en combat direct avec ces véhicules plus lourds. Cependant, le Sherman présentait des avantages qui comptaient davantage dans l'ensemble. Il était fiable, maintenant une meilleure disponibilité opérationnelle que les chars allemands. Il était facile à réparer grâce à des composants standardisés et des équipages de maintenance bien entraînés. Et surtout, il était disponible en nombres écrasants. Les chiffres de production racontaient l'histoire stratégique. L'Allemagne a produit environ 24 000 chars de combat principaux de 1939 à 1945. L'Union soviétique a construit environ 105 000 chars durant la même période, tandis que la Grande-Bretagne
en a produit environ 28 000. Les États-Unis, entrant en production à grande échelle en 1942, ont construit environ 4 000 à 90 000 chars jusqu'en 1945. L'arsenal de Détroit, à lui seul, a produit environ un quart de la production américaine. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable transformation résidait dans la manière dont les chars étaient produits. Avant 1940, toutes les grandes puissances considéraient de la fabrication de chars comme un travail militaire spécialisé, nécessitant des années d'expérience et des arsenaux gouvernementaux. Après l'arsenal de Détroit, la production de chars fut comprise comme un travail industriel exigeant des compétences en ingénierie et une expertise en production. Ce changement philosophique eut des implications profondes. Cela signifiait que la production pouvait être rapidement augmentée en faisant appel à l'industrie privée. Cela signifiait que les ouvriers pouvaient être formés en quelques semaines plutôt qu'en années. Cela signifiait que les chaînes d'approvisionnement pouvaient être distribuées sur des continents entiers, et cela signifiait également que la capacité de production pouvait être maintenue même lorsque des travailleurs expérimentés entraient en service militaire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Chrysler a continué d'exploiter l'arsenal de Détroit sous contrat gouvernemental. La production de chars cessa temporairement, mais reprit avec la guerre de Corée. De 1952 à 1954, l'installation a produit 3 Mach-43 chars M47 Patton. Dans les années 1960, elle a fabriqué des chars M60. En 1969, elle a commencé à produire des composants pour le M1 Abrams. En 1982, confronté à des pressions financières, Chrysler a vendu sa division de défense à General Dynamics pour 336,1 millions de dollars. General Dynamics a poursuivi la production de chars à l'Arsenal jusqu'en 1996, date à laquelle la consolidation a transféré les opérations à l'usine de chars de l'armée de Lima, en Ohio. Le site de l'Arsenal de Détroit abrite aujourd'hui le United States Army Tank Automotive and Armaments Command, TACOM, Life Cycle Management Command et le Combat Capabilities Development Command Ground Vehicle System Center. Une plaque historique du Michigan commémore le rôle du site, notant qu'il a produit plus de 22 000 chars et a prouvé que la puissance industrielle américaine pouvait être militarisée. Les figures clés de cette histoire ont connu des destins variés. Katie Keller a continué à diriger Chrysler pendant les années de guerre. Devenant président en 1950, il a pris sa retraite en 1956. Albert Kahn s'est décédé le 8 décembre 1942, quelques mois seulement après que l'arsenal de Détroit ait atteint sa production maximale. Ces innovations architecturales ont influencé la construction industrielle tout au long du 20e siècle. William S. Knudsen a servi tout au long de la guerre comme lieutenant général dans l'armée des États-Unis. Nommé le 28 janvier 1942, il a atteint le rang le plus élevé jamais attribué à quelqu'un n'étant pas déjà en service militaire. Il est décédé en 1948. Les chars Sherman construits à l'arsenal de Détroit ont servi sur tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont débarqué sur les plages de Normandie le jour J. Ils ont combattu à travers la France et l'Allemagne. Ils ont participé à la stratégie du saut d'île en île dans le Pacifique avec les unités du Corps des Marines. Ils ont servi dans les armées britanniques, canadiennes, françaises libres, soviétiques et chinoises dans le cadre du programme Pré-Baille. De nombreux Sherman ont survécu à la guerre et ont continué à servir pendant des décennies. Israël a utilisé des Sherman modifiés lors de la guerre des 6 jours en 1967 et de la guerre du Kippour en 1973. Des nations sud-américaines ont utilisé des Sherman jusque dans les années 1980. Quelques-uns sont encore en état de marche aujourd'hui, préservés comme des monuments d'une époque où la capacité industrielle déterminait la puissance militaire. La transformation de la fabrication de chars, de l'artisanat à l'industrie, est survenue parce qu'une poignée d'ingénieurs et d'industriels a refusé d'accepter la sagesse conventionnelle. Ils ne voyaient aucune différence fondamentale entre l'assemblage d'une automobile et celui d'un char.
Tous deux étaient des dispositifs mécaniques construits à partir de milliers de composants. Tous deux pouvaient être fabriqués sur des chaînes de montage mobile par des ouvriers spécialisés effectuant des opérations spécifiques. Cette perspicacité, simple rétrospectivement, était révolutionnaire en 1940. Elle exigeait de regarder au-delà des différences superficielles pour voir les similitudes sous-jacentes. Elle exigeait le courage de l'ingénierie pour redessiner l'équipement militaire malgré la résistance de l'armée, et elle exigeait la confiance industrielle pour s'engager dans des méthodes de tissage de production qui n'avaient jamais été tentées à une telle échelle. Le succès de l'arsenal de Détroit a validé les idées antérieures de Mary Henry Ford sur la production de masse, tout en les étendant à de nouveaux domaines. Ford avait prouvé que les pièces interchangeables et les chaînes de montage mobile pouvaient produire des automobiles à un volume sans précédent et à faible coût. Chrysler a prouvé que ces méthodes pouvaient produire des instruments de guerre avec une efficacité égale. Cette possibilité a transformé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Sans chars produits en masse, les forces terrestres américaines auraient combattu avec un grave désavantage numérique. La Grande-Bretagne aurait eu du mal à remplacer ses pertes, et l'Union soviétique a bénéficié de milliers de Sherman fabriqués aux États-Unis. La capacité de produire 88 000 à 90 000 chars en 4 ans était propre à la capacité industrielle américaine, et environ un quart provenait d'une seule installation à Warren, Michigan. L'exploit invisible était peut-être plus grand que l'exploit visible. L'arsenal de Détroit n'a pas seulement construit des chars, il a prouvé un concept. Il a démontré que l'industrie privée pouvait résoudre les problèmes gouvernementaux plus rapidement et plus efficacement que le gouvernement ne pouvait le faire lui-même. Il a montré que l'expertise en ingénierie importait plus que la tradition militaire. Il a validé l'idée que la capacité industrielle américaine, si elle était correctement mobilisée, représentait un avantage décisif pour la guerre. Cette validation a façonné la stratégie américaine d'après-guerre. Le concept de maintien d'une capacité industrielle pouvant être rapidement converti à la production militaire est devenu central dans la planification de la guerre froide. L'idée que l'industrie américaine pouvait surproduire tout adversaire potentiel est devenue doctrine, et la relation entre les entrepreneurs privés et l'approvisionnement militaire, qui a commencé avec le contrat de l'arsenal de Détroit, est devenue une structure permanente. Les ingénieurs qui ont rendu possible l'arsenal de Détroit pratiquaient de la pensée systémique avant même que le terme n'existe. Ils ne se sont pas contentés de résoudre des problèmes individuels. Ils ont conçu un système entier où les composants, les fournisseurs, les ouvriers, les processus d'assemblage et le contrôle qualité fonctionnaient comme un tout intégré. Chaque élément était optimisé non pas isolément, mais comme partie intégrante du système de production plus vaste. Cette approche systémique était visible dans d'innombrables détails. La fosse encastrée de la chaîne de montage a éliminé un goulot d'étranglement dans l'assemblage du châssis. Le réseau de fournisseurs a créé de la résilience en distribuant la production géographiquement et à travers plusieurs entreprises. Le système de formation a créé un vivier de main-d'œuvre qualifiée capable de remplacer les pertes et de soutenir l'expansion. Chaque élément était conçu pour être adaptable et évolutif. Lorsque la production devait doubler, le système pouvait absorber cette augmentation en ajoutant des équipes, en augmentant les commandes aux fournisseurs et en formant davantage de travailleurs. Lorsque de nouvelles variantes de chars étaient introduites, le système pouvait s'adapter en modifiant les outillages et en mettant à jour les procédures. La mesure ultime du succès était l'amélioration de l'efficacité au fil du temps. Le premier char M3 construit en avril 1941 nécessitait environ 500 heures hommes de travail. En décembre 1942, les Sherman M4 étaient construits en environ 150 heures hommes. Cette amélioration de la productivité de plus de 300% est venue d'une optimisation continue. Chaque mois, les ingénieurs étudiaient les données de production, identifiant les opérations qui prenaient trop de temps ou produisaient des défauts,
Ils analysaient pourquoi les ouvriers rencontraient des difficultés avec certaines tâches et redessinaient les outillages ou les procédures. Ils remettaient en question chaque décision, se demandant s'il existait un moyen plus rapide, plus simple ou meilleur. Cette culture d'amélioration continue, empruntée à la production automobile civile, était étrangère aux arsenaux militaires habitués à des procédures immuables, mais elle était essentielle pour atteindre les volumes de production qu'exigeait la guerre. Le coût financier était substantiel, mais modeste comparé au rendement. La construction initiale de l'installation a coûté environ 20 millions de dollars. L'équipement et l'outillage ont ajouté 30 millions de dollars supplémentaires. À la fin de la guerre, l'investissement total a dépassé les 100 millions de dollars. Cependant, les 22 234 chars produits représentaient une valeur dépassant les 2 milliards de dollars. Le retour sur investissement était énorme à tous égards. Plus significative que le retour financier était la valeur stratégique. La capacité de production de l'arsenal de Détroit permit aux forces terrestres américaines de combattre avec une supériorité numérique en véhicules blindés. Cet avantage fut crucial dans les campagnes, de l'Afrique du Nord à l'Allemagne. Sans la capacité de production créée à l'arsenal de Détroit et dans des installations similaires, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. L'histoire de l'arsenal de Détroit est finalement celle de la capacité à voir des possibilités que d'autres avaient manquées. Lorsque K.T. Keller a dit à William Knudsen qu'il n'avait jamais vu une de ces choses, il reconnaissait son ignorance mais non son incapacité. Les ingénieurs de Chrysler ne savaient vraiment pas comment construire des chars, mais ils savaient comment construire des ensembles mécaniques complexes à partir de milliers de composants. Cette confiance en la capacité de l'ingénierie à résoudre tout problème de production était typiquement américaine. Les fabricants européens acceptaient que les chars étaient intrinsèquement différents des produits civils, exigeant des installations spécialisées et des compétences artisanales. Les industriels américains ne voyaient que des machines, toutes pouvant être décomposées en composants, processus et séquences d'assemblage. L'arsenal de Detroit a entièrement validé cette philosophie. En 9 mois, Chrysler est passé de 0 production de chars à la livraison de véhicules finis. En 18 mois, ils produisaient des chars à des rythmes dépassant les exigences. En 3 ans, ils avaient livré plus de chars que la plupart des nations n'en avaient produit pendant toute la guerre. Les ingénieurs et les ouvriers qui ont rendu cet exploit possible étaient des gens ordinaires, accomplissant un travail extraordinaire. Ce n'étaient pas des héros au sens conventionnel. Ils n'ont pas pris d'assaut des plages ni libéré des camps de concentration, mais ils ont construit les outils qui ont rendu ces exploits possibles. Cette démocratisation de la production militaire était elle-même révolutionnaire. Lors des guerres précédentes, les armes provenaient d'arsenaux spécialisés exploités par des maîtres artisans. La production était limitée par la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armes américaines provenaient d'usines automobiles et de dizaines d'industries civiles reconverties à la production militaire. Les ouvriers étaient des femmes au foyer, de jeunes diplômés du secondaire, des agriculteurs et des commis de magasins qui apprenaient des opérations spécifiques et les exécutaient de manière répétée. L'arsenal de Detroit était le symbole et la preuve de cette transformation. Il a montré que l'industrie privée pouvait construire des équipements militaires plus efficacement que les arsenaux gouvernementaux. Il a démontré que les méthodes de production développées pour les biens civils pouvaient s'appliquer aux armes de guerre. Il a validé le concept d'arsenal de la démocratie et a établi que dans la guerre moderne, la capacité industrielle était aussi importante que la stratégie militaire. Aujourd'hui, la plupart des gens qui passent en voiture, beaucoup de ceux qui passent devant le site, n'ont aucune idée de ce qui s'y est passé. Pourtant, l'héritage persiste de manière moins visible. Par exemple, le char M1 Abrams,
et construit en utilisant des méthodes de production directement issues de celles développées à l'arsenal de Detroit. La fabrication militaire moderne repose sur des entrepreneurs privés employant des techniques de production industrielle. L'intégration des réseaux de fournisseurs, la fabrication de précision et la production à la chaîne, dont Chrysler a été le pionnier, restent des pratiques courantes. La transformation de l'artisanat à l'industrie qui a commencé sur ses 113 acres à Warren, Michigan, a fondamentalement changé la manière dont les nations équipent leurs armées. Cette transformation a prouvé que l'expertise en ingénierie pouvait résoudre des problèmes apparemment impossibles en refusant d'accepter les limitations conventionnelles. Elle a démontré que les principes de production étaient applicables aux équipements militaires les plus complexes. De plus, elle a montré que la capacité industrielle américaine, lorsqu'elle était correctement mobilisée, pouvait produire les outils de la victoire en quantité qui submergeait tout adversaire. Cette capacité industrielle fut l'arme invisible qui a contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. Bien que la technologie supérieure, de meilleures tactiques et davantage de ressources aient certainement eu leur importance, l'avantage décisif a été la capacité de traiter la guerre comme un problème industriel et de le résoudre avec des méthodes industrielles. Kaufman Thummer Keller, répondant à cet appel téléphonique le 7 juin 1940, n'aurait pas pu imaginer où son honnête admission le mènerait. Cependant, en déclarant qu'il ne savait pas, mais qu'il trouverait une solution, il a exprimé la confiance qui a rendu la victoire possible. Les ingénieurs qui ont conçu le système de production, les ouvriers qui l'ont opéré et les fournisseurs qui l'ont alimenté étaient tous engagés dans un exploit collectif qui a fondamentalement changé la guerre elle-même. Ils ont prouvé que les chars pouvaient sortir des chaînes de montage comme des voitures. Ils ont démontré que la complexité n'était pas un obstacle à la production de masse. Et ils ont montré que le génie industriel américain, lorsqu'il était mis au défi, pouvait accomplir ce que les traditions militaires avaient auparavant jugé impossible. L'histoire mérite d'être rappelée non seulement pour ce qui a été produit, mais pour la manière dont la production elle-même a été transformée. L'arsenal de Detroit n'était pas simplement une usine de chars, c'était la preuve que la pensée d'ingénierie pouvait résoudre n'importe quel problème, à condition que les bonnes personnes posent les bonnes questions et refusent d'accepter que « impossible » signifie autre chose que « pas encore essayé ». Les chars ont pour la plupart disparu maintenant, soit mis au rebut, soit conservés dans des musées. L'usine a été en grande partie démolie et les ouvriers sont décédés. Pourtant, la méthode demeure. L'idée que des assemblages mécaniques compliqués peuvent être produits en masse, quelle que soit leur destination, perdure dans chaque usine moderne. De plus, la confiance que l'ingénierie peut résoudre les problèmes de production perdure chez chaque concepteur industriel qui examine un produit complexe et demande non pas si nous pouvons le construire, mais comment pouvons-nous le construire efficacement, de manière fiable et à grande échelle. Cette question, posée et résolue à l'arsenal de Detroit entre 1940 et 1945, a changé le monde. Elle a rendu possible la guerre produite en masse, validé les méthodes industrielles américaines comme supérieures aux traditions artisanales européennes et prouvé que l'industrie privée pouvait surpasser les arsenaux gouvernementaux en production. En fin de compte, elle a montré que lorsque les ingénieurs sont confrontés à des problèmes impossibles, ils les résolvent parfois en refusant de reconnaître l'impossibilité. C'est pourquoi cette histoire est importante. Non pas seulement parce que les chars sont intéressants, bien qu'ils le soient, ni parce que la Seconde Guerre mondiale fut importante, bien qu'elle le fût assurément, mais plutôt parce que l'arsenal de Detroit représente une manière de concevoir les problèmes qui reste puissante aujourd'hui. Cette approche nous encourage à voir les similarités sous-jacentes plutôt que les différences de surface, à appliquer des méthodes éprouvées à de nouveaux domaines et à concevoir des systèmes au lieu de simples composants. De manière cruciale, elle nous enseigne de ne jamais accepter que quelque chose ne peut être fait simplement parce que cela n'a jamais été fait auparavant. En seulement 9 mois, Chrysler est dépassé de n'avoir jamais vu un char à en produire sur des chaînes de montage.
En 18 mois, ils dépassaient toutes les attentes. En 4 ans, ils ont construit plus de chars que la plupart des nations n'en avaient produit pendant toute la guerre. Cet accomplissement étonnant fut possible parce que les ingénieurs ont considéré un problème militaire comme un défi industriel. Ils ont refusé d'être contraints par la tradition, les conventions ou le pessimisme. Ils ont résolu le problème qui reste l'héritage le plus important. Non pas les chars qu'il a construits, mais la preuve qu'il a fourni que la confiance en l'ingénierie, la capacité industrielle et la pensée systématique peuvent accomplir ce qui semble impossible. Quand quelqu'un dit que c'est impossible, la bonne réponse est souvent « Montrez-moi pourquoi pas et nous allons trouver une solution ». Cette réponse, appliquée avec constance et confiance, a bâti un arsenal qui a contribué à sauver la démocratie.